Le président russe Vladimir Poutine s'est peut-être senti suffisamment en sécurité pour recommencer à faire survoler le champ de bataille ukrainien par des avions. L'Ukraine ayant détruit des centaines de ses avions de chasse et de ses hélicoptères au début de son invasion, Poutine ne les avait guère utilisés. Selon les meilleures estimations, 331 hélicoptères et 370 avions ont été abattus, ou du moins il y avait 331 hélicoptères, mais ce nombre a augmenté après que l'Ukraine a récemment utilisé l'une des armes les plus puissantes pour détruire de manière spectaculaire 4 hélicoptères russes supplémentaires. La vidéo insensée de l'attaque montre que l'Ukraine vient de donner une bonne leçon à Poutine. Si vous nous envoyez des hélicoptères, nous répondrons par des roquettes. Dans une offensive visant l'oblast de Belgorod, les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé le 24 mars avoir détruit 4 hélicoptères russes. De nombreuses attaques ukrainiennes ont déjà visé cette zone, située près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie et qui a servi de base de départ majeure à l'invasion de Poutine. Cette dernière attaque pourrait être l'une des plus réussies sur un site installé par la Russie à Belgorod pour mener des opérations aériennes rapides et des frappes surprises sur les forces ukrainiennes. Il a détruit 2 hélicoptères K-52 et 2 hélicoptères russes Mi-8. Les forces d'opération spéciales ukrainiennes ont déclaré dans un communiqué que l'ennemi pensait une fois de plus qu'elles étaient inaccessibles dans l'arrière-pays. Nous avons démontré une fois de plus que les troupes d'opération spéciales sont capables de gérer n'importe quelle situation. Nous continuons à travailler. L'armée de Poutine a installé une rampe de lancement d'avions à Belgorod qui est efficacement camouflée et cachée à la vue. Le dirigeant russe se demandera probablement comment l'Ukraine l'a trouvée en premier lieu. Le fait que les soldats des opérations spéciales ukrainiens aient reconnu avoir exécuté l'attaque en coordination avec l'artillerie, les missiles et les éléments de renseignement militaire ukrainiens est le seul indice qu'ils pourraient avoir. Comment l'Ukraine a-t-elle donc exécuté cette incroyable attaque? 5 mots contiennent toute la solution. HIMARS signifie High Mobility Artillery Rocket System, système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. La destruction de 4 moyens aériens russes cruciaux est le dernier triomphe de l'un des ajouts les plus importants fournis par l'Occident à l'arsenal militaire en expansion de l'Ukraine. Depuis l'arrivée des 20 premiers systèmes de lance-roquettes multiples MLRS de fabrication américaine au début de l'invasion russe, le HIMARS a été une révélation pour l'Ukraine. Depuis, l'Ukraine en a reçu d'autres. Dans le cadre d'un programme d'aide d'1 milliard de dollars accordé au pays en mai 2023, il était prévu d'en obtenir 80 supplémentaires. Il en a exploité 39 en Ukraine en 2024, qui ont tous été utilisés pour détruire d'importants moyens terrestres et aériens russes. Le HIMARS, produit par Lockheed Martin, est présenté comme l'un des systèmes d'artillerie les plus modernes et les plus abordables du marché. Il s'agit en fait d'un camion avec un équipage et un MLRS monté à l'arrière. Le véhicule est manœuvré par 3 personnes, un chef de section, un conducteur et un tireur, pour le positionner de manière à lancer des roquettes sur un objectif ennemi. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance du véhicule HIMARS. La Russie aura toujours du mal à détecter et à localiser un HIMARS en action, car il rend mobile ce qui aurait été une unité d'artillerie stationnaire. Avant même que la Russie ne réalise ce qui lui arrive, l'Ukraine peut éloigner le HIMARS du danger, le transférer vers sa destination, puis lancer une série de roquettes. En dehors de Belgorod, il semble que ce soit exactement ce qu'elle vient de faire. En outre, le HIMARS peut être manipulé par un seul soldat grâce à son système avancé de conduite de tir, ou FCS. Naturellement, un équipage de 3 personnes est préférable, mais si certains d'entre eux sont retirés, les membres restants de l'équipage peuvent utiliser le FCS pour charger et décharger les roquettes dans le système. Afin de garantir que les missiles tirés par HIMARS sont d'une précision mortelle, ce FCS dispose en outre d'un système de positionnement global, d'une vidéo, d'un contrôle par clavier et d'un gigabit de stockage de programme. En parlant de ces missiles, Army Technology affirme que le HIMARS est capable de lancer toute la gamme de bombes MLRS. Cela inclut les missiles et ATACMS à longue portée que l'Ukraine utilise depuis novembre 2024 pour cibler des sites russes en Russie, ainsi que les roquettes MLRS classiques et leurs variantes à portée étendue. Avant d'atterrir sur une cible, une roquette HIMARS M26 de base peut parcourir jusqu'à 31,7 km. En plus d'augmenter cette distance à 45,3 km, la variante à portée étendue améliore de 107% la zone d'influence du HIMARS, c'est-à-dire le rayon autour du lanceur qui est dans ses capacités opérationnelles. Si l'Ukraine utilise le HIMARS pour tirer des attaques MS, elle peut attaquer des cibles jusqu'à 299 km de distance selon le bloc de missiles utilisés. D'autres roquettes augmentent la portée du système à 70 km. Il semble probable que l'Ukraine ait utilisé des attaques MS pour éliminer les 4 hélicoptères, car Belgorod est situé sur le territoire russe. Elle aurait également pu détruire les hélicoptères russes avec des missiles MLRS à longue portée et conduire son lanceur HIMARS jusqu'à la frontière ukrainienne.
ukrainienne. En parlant de conduite, le MLRS fixé à l'arrière du véhicule HIMARS est un élément tout aussi essentiel de l'ensemble. Le poids de 11 0kg de chaque véhicule est un peu plus de la moitié de celui des camions de 20 0kg que l'armée américaine utilisait auparavant pour ses lanceurs MLRS M270. Grâce à leur poids réduit, les HIMARS peuvent se déplacer plus rapidement sur le champ de bataille, atteignant jusqu'à 84 km/h sur une distance maximale de 479 km. Vous avez maintenant la réponse à la question de savoir pourquoi la Russie a du mal à éliminer ses formidables systèmes d'artillerie. Elle est incapable de les capturer. Si l'on ajoute à cela un blindage qui protège contre les éclats d'obus d'artillerie et les tirs d'armes légères, on obtient un système d'armes que la Russie, même si elle localise et bombarde les HIMARS, pourrait ne pas être en mesure de détruire. Une vidéo récente donne une image complète de l'utilisation récente par l'Ukraine de cette incroyable arme d'artillerie. La vidéo, qui a été partagée sur Reddit, commence par une vue aérienne en noir et blanc de la piste d'atterrissage camouflée de la Russie. Tout au long de la vidéo, des marqueurs identifient les 4 hélicoptères russes, qui sont tous très proches les uns des autres, étant donné que le HIMARS peut produire des munitions à fragmentation qui explosent puis dispersent de minuscules armes appelées bombelettes sur une région limitée. Cela aurait pu être la première erreur de la Russie. Un seul obus à fragmentation peut éliminer plusieurs cibles d'un seul coup s'ils sont trop proches les uns des autres. Une brève coupe est suivie du début de la vidéo. Une énorme explosion se produit alors que ce qui semble être un drone ukrainien à vue subjective survole la base aérienne secrète russe. Cela s'explique par le fait que l'un des hélicoptères a été directement endommagé par la première roquette HIMARS. Une autre explosion se produit quelques secondes plus tard. Un autre hélicoptère est détruit. Puis un troisième, cette fois la puissante roquette HIMARS est visible alors qu'elle traverse rapidement le ciel avant d'entrer en collision avec un hélicoptère. L'attaque s'achève après une autre explosion. En moins de 15 secondes, l'Ukraine a détruit un certain nombre de moyens russes cruciaux que Poutine avait l'intention de déployer pour lancer d'autres attaques en dehors de Belgorod. De quels moyens s'agissait-il exactement? Les deux puissants hélicoptères K-52 Alligator et les deux Mi-8 ont été détruits par le tir du HIMARS. Les hélicoptères d'attaque tels que le K-52 sont généralement pilotés par deux personnes. Il s'agit essentiellement d'une version biplace de l'hélicoptère d'attaque russe K-50 et il peut voler par tous les temps. L'hélicoptère est rapide, agile et capable d'éliminer une variété de cibles, y compris l'infanterie à pied, les cibles aériennes à basse vitesse comme les drones et les cibles terrestres non blindées. Lorsqu'elle déploie des groupes d'hélicoptères d'attaque, la Russie est connue pour utiliser l'hélicoptère comme poste de commandement volant en plus de l'utiliser comme plateforme de surveillance. En plus de 4 écrans multifonctions SMD66 et de quelques intensificateurs d'image, le cockpit de l'hélicoptère est équipé d'un affichage tête haute qui permet aux pilotes de voir leur environnement. Un récepteur GPS est également à la disposition des pilotes pour la navigation. Le K-52 peut peser jusqu'à 1800 kg au décollage, ce qui est suffisamment important pour mériter d'être signalé. Des armes sont placées sur l'hélicoptère, en particulier un support de canon mobile MPPU-80 pouvant accueillir un canon automatique 2A42 de 30 mm est situé sur le côté tribord de l'hélicoptère. Pour faire du K-52 une force d'assaut encore plus redoutable, la Russie peut également installer des armes supplémentaires sur les 6 points d'emport externes situés sur les ailes de l'hélicoptère. Les VIKHR, qui sont des missiles anti-chars guidés destinés à détruire les formations mécanisées terrestres ukrainiennes, pourrait être l'une de ces armes. En outre, les points d'emport peuvent accueillir les missiles à guidage laser Ataka de la Russie et le lance-roquettes Buiv-20 qui tire des roquettes non guidées de 80 mm pour les bombardements aériens et terrestres. La Russie a récemment commencé à équiper l'hélicoptère de ses missiles air-sol Izdeliye 305. Le K-52 peut rester en vol stationnaire juste hors de vue tout en larguant des explosifs guidés par laser car ils peuvent atteindre des cibles jusqu'à 14-5 km de distance. Comme Poutine a utilisé de tels missiles lors de son invasion de l'Ukraine, la perte de 2 K-52 a privé le président russe d'une arme puissante. L'ajout de missiles antiaériens Iglavé rend l'hélicoptère suffisamment adaptable pour que la Russie puisse modifier ses chargement en fonction des besoins de toute opération donnée. L'hélicoptère peut atteindre une vitesse de 300 km/h sur une distance réaliste de 456 km et a un bon plafond de vol d'environ 500 mètres. Cela serait plus que suffisant pour décoller de la base aérienne de Belgorod, voler vers une cible ukrainienne, tirer des missiles, puis revenir sans faire le plein
C'était suffisant. En tout cas, bien que le Mi-8 ait une fonction complètement différente de celle du K-52, il est tout aussi étonnant, pouvant transporter jusqu'à 12 patients allongés. Cet avion polyvalent sert principalement d'hélicoptère d'évacuation sanitaire. La Russie peut utiliser l'hélicoptère pour déplacer rapidement des troupes sur le champ de bataille, car il peut transporter jusqu'à 30 hommes lorsqu'il ne transporte pas de soldats blessés. Une version améliorée de l'hélicoptère, connue sous le nom de Mi-17 H-Chip ou Mi-80MB, est également disponible. Elle est conçue pour fonctionner dans des climats plus chauds et à des altitudes plus élevées que l'original. On ne sait pas quelle variante particulière l'Ukraine a retirée avec son HIMARS. Comme ces hélicoptères peuvent évacuer les blessés des lignes de front et transporter des troupes, la Russie les avait probablement stationnés dans sa base secrète de Belgorod. De plus, les deux capacités ont disparu en l'espace de 15 secondes après l'attaque des HIMARS, ce qui signifie que la Russie perdra davantage de soldats dont la vie aurait pu être sauvée par une évacuation en Mi-8 et pourra exercer moins de pression sur l'Ukraine par le biais d'afflux de troupes. Il est également plausible que l'attaque des HIMARS ukrainiens ait détruit la version TV de l'hélicoptère Mi-8. Si tel est le cas, cela indique que l'Ukraine a détruit un hélicoptère d'attaque comparable au K-52. Le Mi-8 TV dispose de 6 supports d'armement pouvant accueillir les roquettes S-5 russes et plusieurs mitrailleuses de 7,62 mm intégrées. Bien que peu stables et non guidées, ces roquettes ont une puissance explosive suffisante pour endommager gravement les cibles aériennes et terrestres. La Russie peut également équiper la version d'attaque du Mi-8 de missiles anti-chars AT-2 Swatter Scorpion si elle décide de ne pas poursuivre les S-5. Le nom des missiles indique à quoi ils servent. Ils ont la capacité de détruire les chars ukrainiens. Il est intéressant de noter que des champs de mines peuvent également être posés à l'aide du Mi-8 TV. Les mines ont constitué un problème important pour l'Ukraine tout au long de l'invasion russe. Selon les estimations du Programme des Nations Unies pour le développement en octobre 2024, les mines terrestres et autres munitions non explosées pourraient désormais contaminer jusqu'à 23% du territoire ukrainien. L'Ukraine devra supporter une charge financière importante pour déminer ces zones. Selon les estimations, une fois la guerre terminée, l'effort de déminage coûtera environ 34,6 milliards de dollars. Le fait que les explosifs posés par les Mi-8 TV russes puissent tuer des soldats, détruire des véhicules blindés et parfois même assassiner des civils innocents est plus préoccupant dans l'immédiat. L'Ukraine a remporté une grande victoire en éliminant 2 hélicoptères capables de poser des explosifs. Si l'on inclut les K-52, on obtient une frappe de grande ampleur qui a considérablement réduit les capacités offensives de la Russie. Certains remettent déjà en question l'impact de la frappe de grande ampleur, malgré les rapports indiquant que les dernières mesures de l'Ukraine ont été couronnées de succès et même des séquences vidéo qui semblent montrer 4 impacts directs. L'armée bulgare affirme qu'il y a encore des inquiétudes quant à l'ampleur des dégâts. En attendant une confirmation indépendante, plusieurs analystes émettent l'hypothèse qu'au moins un K-52 aurait subi des dommages plutôt que d'être totalement détruit. En outre, le ministère russe de la Défense n'a pas réagi à l'attaque ukrainienne. C'est remarquable en soi, car lorsque l'Ukraine attaque avec succès ses propres actifs sur son propre sol, l'appareil de propagande russe se met généralement en marche. L'absence de réaction cette fois-ci suggère que la Russie pourrait avoir du mal à transformer cela en un scénario dans lequel elle peut dire qu'elle a détruit les missiles de grande masse et que tout dommage était dû à des débris. Ce n'est pas le cas, comme le prouvent abondamment les preuves vidéo, en particulier pour le 3e hélicoptère, lorsque le missile de grande masse entre en contact complet. La capacité opérationnelle des hélicoptères que l'Ukraine a frappés est également remise en question selon l'armée bulgare. Dans quel état était-il avant l'attaque? Était-il même utilisé? Les éléments dont nous disposons jusqu'à présent sont insuffisants pour répondre à ces questions. Néanmoins, le fait que la Russie soit restée silencieuse, que l'Ukraine ait célébré sa victoire et qu'il soit hautement improbable qu'elle ait gaspillé des missiles de grande masse sur des hélicoptères déjà immobilisés en permanence, suggère qu'il s'agissait d'une attaque réussie qui posera de sérieux défis à Poutine. Réfléchissez à l'emplacement de l'attaque. L'aérodrome de haute altitude que l'Ukraine a frappé était camouflé et destiné à être dissimulé. Pourquoi la Russie stockerait-elle des hélicoptères endommagés sur un aérodrome secret? Il est beaucoup plus probable que l'Iran lance une attaque et transporte des hélicoptères depuis cette piste d'atterrissage qu'il pourrait utiliser pour transporter des troupes et lancer des attaques près de la frontière avant que les hélicoptères ne se cachent. Cependant, l'Ukraine vient de démontrer à Poutine qu'il est incapable de garder le moindre secret, même si les hélicoptères étaient à moitié cloués au sol avant l'attaque massive.
Le dirigeant russe souhaitait établir une piste d'atterrissage secrète près de Belgorod. L'attaque massive de l'Ukraine montre qu'elle possède les armes nécessaires pour détruire les ressources conservées à ces endroits et que son renseignement militaire est suffisamment précis pour localiser ce type d'installation dissimulée. Pour Poutine, qui veut utiliser Belgorod pour renforcer les avancées de la Russie sur Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, c'est désastreux. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle la frappe de grande ampleur en Ukraine a été si destructrice. À Belgorod, elle porte gravement atteinte à Poutine. L'Ukraine a commencé sa désormais célèbre contre-invasion à Koursk en août 2024. Environ un 200 km² de terre dans la région ont été rapidement saisis par les troupes ukrainiennes. L'invasion ayant été si efficace, Poutine a été contraint d'utiliser les forces nord-coréennes qu'il emploie depuis fin 2024 pour tenter de chasser les troupes ukrainiennes de Koursk. La contre-offensive de Poutine réussit progressivement, mais en concentrant davantage ses ressources à Koursk, il a également affaibli un territoire voisin. Cette zone est Belgorod. Selon Newsweek, l'Ukraine se concentre davantage sur la conduite de frappes transfrontalières à Belgorod car ses attaques sur Koursk diminuent. Le bref franchissement de la frontière le 18 mars semble être le point culminant de ces attaques. Selon des rapports russes, l'Ukraine a pris pour cible 2 colonies situées immédiatement au sud de Koursk avec 200 soldats et 5 chars dans l'ouest de Belgorod. Voici quelques explications possibles des actions de l'Ukraine. Il s'agit probablement d'une tentative visant à amener Poutine à retirer des troupes de Koursk afin d'étendre ses forces dans le sud de la Russie. Poutine se retrouve donc dans une impasse. Soit il ignore ce qui se passe à Belgorod et concentre toute son attention sur Koursk, soit il ralentit son attaque contre les positions ukrainiennes là-bas, ce qui relâche la pression et permet à l'Ukraine de se réarmer et de contrer les tentatives de Poutine. Cela pourrait donner à l'Ukraine l'occasion d'établir une voie d'approvisionnement entre le nord de l'Ukraine et le sud de Koursk en ouvrant un passage à travers Belgorod. De plus, la Russie ne sera contrainte d'utiliser encore plus de troupes à l'avenir que si l'Ukraine parvient à s'emparer d'une zone quelconque lors de ses expéditions à Belgorod. Pour Poutine, c'est une situation perdant-perdant. Le débrayage à grande échelle du 24 mars semble être en faveur des initiatives de l'Ukraine à Belgorod. La capacité de la Russie à frapper les soldats ukrainiens qui traversent la frontière a également été réduite par l'élimination des hélicoptères de Poutine. Ceci, ajouté au fait que la Russie n'est plus en mesure de lancer ses propres attaques transfrontalières en raison de la perte des hélicoptères, constitue une offensive très puissante. Nous ne savons pas dans quelle mesure la Russie est en mesure d'affirmer qu'elle a détruit la plupart des forces et des moyens de détection, y compris un char Léopard construit en Occident, et il est évident que cela n'a pas dissuadé l'Ukraine de frapper Belgorod. Il est possible que Poutine soit bientôt confronté à un nouveau problème de l'ampleur de celui de Koursk. S'il poursuit sa bataille pour reprendre Koursk, ce sera désastreux pour le dirigeant russe et privera l'Ukraine d'un levier crucial dans les futures négociations de paix. L'attaque de grande envergure menée par l'Ukraine met également en évidence un problème que la Russie connaît depuis son invasion de l'Ukraine. La Russie est tout simplement incapable de dominer l'Ukraine depuis les airs. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'invasion de Poutine a été que, du moins au début, il semble que la Russie dispose d'un avantage aérien significatif, comme l'a noté Global Firepower, qui évalue chaque année un 145 pays en fonction de leur puissance militaire. La Russie dispose d'une force aérienne bien plus importante que l'Ukraine. Poutine n'a pas tenu compte de la disparité de près de 4 hommes entre les 292 avions russes et les 324 avions ukrainiens lors de son assaut. La Russie a eu du mal à obtenir la supériorité aérienne, comme l'a démontré la frappe de masse de l'Ukraine. L'Ukraine a pu sérieusement endommager les moyens que Poutine a déployés près de l'Ukraine grâce à l'utilisation intelligente de drones et de systèmes de défense aérienne. La Russie est contrainte d'utiliser certains de ses avions les plus sophistiqués, dont le chasseur à réaction Su-34, comme de simples bombardiers aériens qui lancent des bombes planantes sur l'Ukraine à des centaines de kilomètres au-delà des lignes de front du conflit, car la situation est devenue si grave pour le pays. L'Ukraine, pour sa part, a connu un succès croissant grâce à l'expansion de sa flotte de drones aériens et à l'utilisation astucieuse d'armes de missiles comme les HIMARS et l'artillerie. Poutine pensait probablement qu'il pourrait enfin commencer à utiliser sa puissante force aérienne pour nuire à l'Ukraine en établissant des aérodromes secrets près du territoire ukrainien. Mais cela n'arrivera pas. L'Ukraine connaît bien l'emplacement de l'aérodrome de Belgorod et 4 de ses meilleurs hélicoptères sont en ruine. Ils subiront probablement le même sort que les 4 hélicoptères que l'Ukraine vient de détruire si Poutine est assez fou pour envoyer d'autres avions à cet endroit. Cependant, que pensez-vous de la grande frappe HIMARS à Belgorod en Ukraine? Est-ce une indication que l'Ukraine a l'intention d'envahir la région avec plus de force, obligeant Poutine soit à retirer ses troupes de Koursk, soit à faire face à la possibilité de perdre Belgorod? Pensez-vous que l'Ukraine surveille d'autres aérodromes qui pourraient bientôt être la cible de HIMARS?
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les attaques massives de l'Ukraine contre les forces russes, veuillez vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Nous apprécions vraiment votre soutien et sommes une source indépendante et actuelle sur les développements militaires dans le monde entier.